אני מחזיק את כולם עכשיו. זהו, אני נכנסתי חלק, אוקיי, יופי. Nous commençons notre présentation dans 1 minute. Erev Tov, bonsoir à tous. D'Israël, nous avons ce soir le plaisir d'accueillir notre ami Monsieur El Maleh, qui va nous faire une présentation sur le monde du marché hypothécaire en Israël. Nous savons que vous êtes très nombreux maintenant avec cette reprise probable dans quelques jours des vols envers Israël, après cette coupure très importante que nous avons eue depuis quasiment 1 an et demi. Et nous avons eu énormément de demandes de gens qui s'intéressent à l'évolution de ce marché en Israël. C'est fondamental pour beaucoup d'entre vous qui avez de la famille, pour d'autres encore qui veulent envisager une alia, et pour d'autres encore qui veulent tout simplement faire un investissement et avoir un pied-à-terre en Israël. Donc, c'est une question qui est complexe en Israël puisque les marchés sont vraiment très différents. Nous allons, j'espère, recevoir beaucoup de ce qu'on dit en hébreu des tipim. Ça fait vraiment des petites choses à savoir. Effectivement, ce n'est pas une consultation privée, ce n'est pas une consultation qui a une valeur juridique, parce que nous ne pourrons pas vous donner un conseil privé adapté à chacun d'entre vous, sachant que le marché est en pleine évolution et que chaque cas est à traiter individuellement avec énormément de paramètres que vous allez entendre chez notre conseiller en marché hypothécaire israélien. Donc, je vous propose, si vous avez effectivement des questions d'ordre général et pas d'ordre particulier sur l'évolution du marché, sur un certain nombre de choses à titre général, sur les villes prédominantes en ce moment, sur d'autres questions de ce type-là, oui, vous pourrez les poser sur notre chat. Par contre, si vous avez des questions tout à fait particulières, nous vous donnerons à titre informatif les coordonnées de notre conférencier. Il se fera un plaisir de vous joindre et de commencer effectivement avec vous un conseil, si vous voulez aller au simple stade du conseil ou plus loin. Donc ça, c'est ensuite à votre discrétion. Voilà, je remercie nos co-organisateurs de ce soir, comme d'habitude, Yasmine Manaim à Paris, responsable du programme Israël s'invite chez vous, et notre associé Naftali Lévy de Jérusalem du département des activités sionistes. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. J'espère que ça sera très instructif et surtout dans l'espoir de vous revoir tous très très rapidement en Israël. Merci. La parole est à vous. Merci bien, bonsoir. D'abord, je vois qu'il y a déjà 55 participants ce soir. Vous m'entendez ou c'est bon? Oui, oui. Oui, ok, parfait.
Alors d'abord, c'est pas évident un jeudi soir comme ça de prendre du temps pour écouter quelqu'un, donc c'est Kol Hakavod. J'aimerais commencer par un petit mot. On a comme ça environ 1 heure devant nous. Par un petit mot qui m'a fait penser cet après-midi. On va lire cette semaine la paracha de Lech Lecha. Et on parle d'Avraham Avinu qui est en fait le premier Oleh Hadash. Donc j'espère que ce sera pour vous un bon siman, de bon augure, que vous serez prêt à faire votre aliyah sur les traces d'Avraham Avinu. Donc voilà, c'était pour l'introduction. Donc comme l'a dit Avi, ce soir je suis convié à parler du domaine de la mashkanta. On fait un petit peu d'ulpan aussi, il y aura des mots en hébreu. Et la mashkanta, c'est donc le crédit immobilier. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec les mots, donc on fera un petit peu d'ulpan au parallèle. Donc je commence avec la présentation. Et c'est bon, vous voyez? Tout le monde voit? Donc j'ai nommé cette présentation la mashkanta finit les jeux de hasard, et j'espère que vous comprendrez pourquoi au long de cette présentation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura le chat qui est disponible pour les questions. Je préférerais que les questions soient posées vers la fin, parce que je n'aurai pas le temps de voir aussi bien la présentation que de voir toutes les questions, pour ne pas perdre le fil des idées. Ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Voilà. Et on va commencer. Alors, juste une petite, comme l'a dit Avi, il n'y a pas de recommandation pour quoi que ce soit. Ce sont juste des données à titre informatif. Important de se rappeler ça. À la fin de cette présentation, vous ne serez pas des pros de la mashkanta. Hein, c'est un sujet assez complexe. Il faut aussi que j'ai ma part de ça, sinon vous prenez mon travail. Donc, on va commencer pour une petite présentation. Alors, je m'appelle Shlomo. J'ai fait ma LIA en 95, j'avais 19 ans. Et j'ai intégré le Technion, faculté d'électronique. J'ai fait la Touda, c'est en fait l'armée me permet de faire mes études avant de faire l'armée. Et après, j'étais redevable de plusieurs années à l'armée en tant qu'ingénieur. Donc, j'ai intégré la marine en tant qu'ingénieur pendant quasiment 7 ans. Ensuite, j'ai intégré une boîte israélienne qui s'occupe du domaine militaire. Si vous connaissez la boîte Elbit, qui s'occupe de beaucoup de projets dans le domaine militaire. Et j'ai intégré en fait cette boîte dans le domaine des drones. Et c'est un domaine que j'exerce depuis déjà plus de 15 ans, et en parallèle avec mes activités autres dont on parlera. Et il y a 3 ans de ça environ, j'ai fait un séminaire qui m'a mis un peu, sur les pieds au niveau financier, qui m'a fait redécouvrir un peu ce que je n'avais jamais vraiment appris, ce qu'on n'apprend pas un peu nulle part sur la gestion budgétaire. Suite à ça, j'ai décidé de m'investir là-dedans et d'investir là-dedans. Et donc, j'ai fait une formation de coach en budget familial, dont je ne parlerai pas ce soir, et aussi une formation d'expert en prêt immobilier. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Il y a beaucoup parlé dessus ce soir, mais on va essayer de rester assez général. Okay. Depuis ces dernières années, j'ai eu l'honneur de donner plusieurs conférences et des présentations aussi bien en hébreu qu'en français, dans différents forums, là, voilà, sur Radio Kalita, aussi bien avec la mairie de Natania, sur différents domaines, aussi bien que la mashkanta que sur la gestion de budget familial. Donc, j'espère que ça donnait beaucoup de valeur aux spectateurs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la mashkanta, j'aimerais, entre parenthèses, parler un peu de la notion du budget familial, parce que la mashkanta est un des facteurs les plus importants de notre budget. C'est peut-être le plus gros investissement qu'on fait dans la vie. Et c'est important de comprendre que ça fait partie de notre budget qui doit être vu de façon d'ensemble. Okay. Et on arrive à une constatation au fur des années, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes couples, beaucoup de familles qui n'ont pas acquis les outils de base concernant la gestion de leur budget. Quelles sont leurs priorités? Quels sont leurs objectifs? Personne ne fixe vraiment des objectifs. Quelles sont les règles du jeu dans la vie financière? Et dans cette jungle financière, comment fait-on pour gagner? Ouais, il y a une certaine peur chez beaucoup de personnes d'affronter son compte en banque. Les gens ils préfèrent mettre ça de côté et le laisser se débrouiller tout seul. Et ce qui se passe, c'est que les gens, surtout en Israël, un impact de la vie à l'américaine, on passe d'un prêt à l'autre. Ouais. On passe sans arrêt, on a besoin de quelque chose, on prend un prêt. Donc les gens sont accros des crédits à outrance. Évidemment, ça crée une sorte de tourbillon de dettes, et évidemment, c'est un impact énorme sur la qualité de la vie des personnes. Une fois que les dettes commencent à creuser, alors c'est des soucis, c'est des tensions, des disputes, les gens ont du mal à dormir, ils doivent se priver, donc ça crée tout ça, une sorte de situation
très, très instable. Et la conclusion est que finalement, gérer nos finances, ça doit faire partie de nos priorités, comme on a beaucoup de priorités dans la vie, sans en faire une obsession évidemment, mais on doit absolument accorder du temps et de l'attention à la gestion de notre finance. Ouais. Et il faut bien comprendre que la gestion du budget, et je m'arrêterai là pour la parenthèse sur le budget, c'est en fait, ça va refléter quelles sont nos valeurs, quels sont nos choix, quelles sont nos priorités dans la vie. Et c'est important de savoir comment le faire et de le faire bien. Et ça s'apprend. Comme n'importe quelle spécialisation, on apprend à faire ça, ou en prenant des formations, ou en allant chez des gens professionnels. Okay. Alors, maintenant, on va rentrer dans le sujet de la mashkenta, de savoir du crédit immobilier. Très souvent, on a l'impression que la mashkenta, c'est très simple. Ça sert juste à acheter un bien immobilier, un appartement, mais en fait, il y a beaucoup plus d'implications que ça. Ouais. Moi, je pense que en tant que juif, on est tous nés en diaspora, on a tous un rêve. C'est ou d'acheter ou de bâtir sa propre maison en Eretz Israël. J'imagine que ce rêve, il est commun à nous tous. On a tous eu des histoires d'enfance où on avait des anecdotes familiales, que ce soit peu importe de quel endroit de la diaspora, où on avait le rêve de pouvoir tout quitter pour monter en Eretz Israël, d'avoir sa propre maison, peu importe, une bicoque, peu importe, qu'on soit en Eretz Israël, c'est la chose la plus importante. Oui. Et je pense que, comme vous tous, c'est comme moi-même, c'est ce rêve qui m'a conduit ici, et j'imagine bien ou j'espère bien que c'est ce rêve-là qui va vous conduire en Eretz Israël. Donc, on a tous, comme je l'ai dit, ce rêve d'acheter sa maison, de construire sa maison en Eretz Israël, et évidemment, les banques et les propriétaires le savent très bien aussi, et ils vont l'utiliser. Donc, ce n'est pas un secret. En Eretz Israël, je ne sais pas trop comment ça marche en France au niveau des statistiques, mais en Eretz Israël, pour acheter un appartement, la moyenne dit qu'il faut environ 150 salaires moyens pour acheter un appartement. Évidemment, il y a des régions plus chères, des régions un peu moins chères, des salaires plus élevés, mais de façon moyenne, c'est la statistique. Donc, c'est énorme pour acquérir un appartement. Et évidemment, on n'a pas l'argent disponible pour acheter un appartement argent comptant. Donc, c'est là que les banques interviennent pour nous vendre de l'argent qui nous manque. Finalement, quand on regarde ça, la banque, c'est un magasin qui vend de l'argent. Donc, comme tout commerce, il sait que c'est ils sont très intéressés par en vendre le plus et à meilleur prix. Ouais. Donc, on va voir maintenant en quelques minutes quelles sont les différentes applications du mashkenta. Alors, première application, acheter un bien immobilier, à savoir j'ai un apport personnel. Il me manque de l'argent, je passe à la banque, je demande un prêt immobilier, je fais hypothéquer cette maison que je vais acheter et elle me complète et je le rends de façon étalée sur le temps. Non, ce n'est pas tout. Une mashkenta, on peut l'utiliser aussi comme outil pour financer des travaux. Ça va être aussi bien de la rénovation, rénover l'intérieur d'un appartement qui m'appartient, ou bien agrandir. Je vais rajouter une pièce, rajouter une terrasse. Donc, c'est un outil, très peu de gens le savent. Et à cause de ça, ils font des prêts. Donc, ils vont à la banque prendre un prêt normal, qui est très onéreux au niveau des taux d'intérêt, aussi bien au niveau de la durée sur combien de temps il est étalé ce prêt. Et donc, Mashkenta, c'est un outil qui est très, très intéressant. Autre utilisation, c'est d'utiliser la mashkenta, c'est-à-dire d'hypothéquer sa maison pour avoir un prêt qui permet de couvrir des dettes. Très souvent, les gens prennent des prêts, comme j'ai dit, pour acheter une voiture, acheter une maison, partir en vacances. Et ce sont des prêts assez élevés qui se cumulent et qui sont à court terme. Donc, il revient que le remboursement mensuel pour chacun de ces prêts-là est très élevé. Évidemment, à un moment donné, la fête est finie, il faut se remettre sur pied. Donc, la mashkenta permet en fait de réétaler toutes ces dettes, de les réunir pour les étaler sur une longue durée et mettre un peu d'oxygène dans le budget familial. Je mets une petite parenthèse, ce n'est pas toujours recommandé, parce que souvent les gens, quand ils n'ont pas compris quelle est leur responsabilité de gérer leurs finances, et si on leur permet d'avoir un peu d'oxygène, ils vont retomber encore dans l'accès, dans l'abus des crédits. Donc, il faut faire attention avec ça, mais ça existe. Et à quoi sert aussi le mashkenta? Aider un proche parent à acheter un bien. À savoir, moi en tant que parent, j'ai un bien qui m'appartient. Mon fils, ma fille, veulent acheter un appartement. Ils n'ont pas assez d'apport initial pour arriver à la banque et demander un prêt. Alors, ce que je peux faire, je peux prendre une hypothèque sur mon appartement, recevoir une somme, et ça servira d'apport initial ou pour compléter l'apport initial d'un des proches parents. Ça peut être un frère, une sœur, un fils ou une fille, tous les proches parents du premier cycle. Donc, ça, c'était une des applications. Autre application qui n'est pas très, très connue et qui devient de plus en plus développée, c'est ce qu'on appelle le prêt hypothécaire inversé. Donc, j'ai appris ça aujourd'hui, comment ça se dit en français, à savoir, on constate qu'aujourd'hui, et surtout en Israël, où la durée de vie augmente, Bezrat Hashem,
on arrive à Adma Vesrim pour tout le monde, mais quand les gens quittent le travail et rentrent dans le monde de la retraite vers l'âge de 60-65 ans, ils vont vivre jusqu'à 90 ans. La durée de vie, maintenant, elle est prévue statistiquement pour dans les dizaines à venir, 80-90 ans. Donc, les gens, ils doivent vivre de leur retraite qu'ils ont cotisé 20, 30, 40 ans, et encore vivre 30 ans d'une retraite qui, évidemment, n'est pas suffisante. Donc, ils se retrouvent très souvent avec un manque de ressources, un manque de revenus. Évidemment, plus on vit, et aussi beaucoup de dépenses. La médecine coûte cher, il y a des médicaments, des fois, il faut malheureusement avoir des besoins spéciaux, et les gens se retrouvent avec les poches vides. Donc, ce qui se passe, une personne ayant... Vous m'entendez, c'est bon? J'étais... C'est bon. C'est bon? Oui, moi ça. Ok, pas de problème, merci. Donc, ces gens-là, plus de 60 ans, il y a une possibilité, sous condition qu'ils aient un bien en leur possession, ils peuvent aller à la banque, l'hypothéquer et recevoir une somme qui dépendra de leur âge, qui dépendra de la valeur de leur bien, ou une somme directe dans leur compte, ou bien sous forme de salaire, on va dire, on pourrait dire, une fois par mois, recevoir une certaine somme, et ils pourront assurer comme ça un niveau de vie auquel ils pourront vivre de façon respectueuse et assurer leur vie tranquillement. Maintenant, évidemment, il n'y a pas d'argent gratuit. Ce prêt-là, il faut le rembourser. Qui doit le rembourser? Ce sont les héritiers. Les enfants, ce sont eux qui vont rembourser, ou bien d'après leurs propres capitaux, ou bien en vendant l'appartement. Donc ça, c'est un programme, c'est un processus qui est de plus en plus développé en Israël. Les gens ne savaient pas, et souvent les gens ils se retrouvent à vivre malheureusement leurs dernières années, on leur souhaite Admira Ve'esrim encore une fois, mais avec beaucoup de besoins, et donc c'est une solution qui est très très intéressante. Okay, donc ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est que finalement la Mashkenta, c'est un outil qui a plusieurs applications et qui doit nous servir à suivre nos objectifs et à pourvenir à nos besoins. Maintenant, il est important aussi de connaître le monde des banques. Comment est-ce que les banques fonctionnent? Parce que finalement, c'est la partie la plus importante et la plus importante de la Mashkenta. Alors, j'ai donné cette partie, la banque amie ou ennemie. Alors, très souvent, les avis sont partagés, les gens ne savent pas trop comment se comporter avec la banque, mais il faut comprendre quelque chose, que cette relation entre la banque et le consommateur, c'est une relation à double tranchant, à savoir qui va dans les deux sens. À savoir, chaque partie y gagne quelque chose. D'un côté, la banque, elle a besoin de nous. Comme on répète, la banque, c'est un magasin qui veut vendre de l'argent. Et quelqu'un qui a du commerce, il veut vendre le plus possible. Donc, il a besoin de clients. Il a besoin que les gens prennent de la Mashkenta. Donc, ils ont besoin de nous. De l'autre côté, le consommateur a besoin de la banque. Pas tout le monde n'a la capacité d'acheter un appartement en argent comptant, avoir 100% de la somme à sortir et à pouvoir étaler sur place. Donc, on a besoin de la banque. Donc, il y a en fait une sorte de relation dans laquelle chacun a besoin de l'autre. Oui. Mais notre but reste qu'on doit avoir le meilleur prêt possible. Okay, on sait qu'on a besoin que la banque puisse exister, parce qu'avec les bénéfices qu'ils font, ça nous permet de nous d'avoir des prêts. Mais à côté de ça, on doit penser aussi à notre vie et on doit comprendre qu'on a besoin d'avoir le prêt, le meilleur prêt possible. Alors, c'est important de savoir comment est-ce que les banques opèrent. Si on ne sait pas comment la banque opère, alors quand on va aller à la banque pour demander une proposition de Mashkenta, de crédit immobilier, on risque de louper le coche, de ne pas savoir comment demander exactement. C'est quoi le modèle économique des banques? Les banques en Israël, la partie de la Mashkenta, le secteur de la Mashkenta, c'est le secteur le plus bénéficiaire pour les banques. Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de concurrence. Il faut comprendre aussi quelles sont les directives de la Banque d'Israël. Au final, les banques, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi, elles ne peuvent pas inventer n'importe quoi au niveau des crédits immobiliers. Il y a la Banque d'Israël qui fixe certaines limites, certaines règles. Il faut les connaître. La banque pourra des fois faire mine de ne pas comprendre, de ne pas savoir. Donc, il faut que nous, on sache exactement quelles sont les directives qui sont impératives pour la banque, qu'elle doit appliquer à la lettre. Mais d'un autre côté, il y a des directives pour lesquelles il y a une certaine souplesse pour les banques, ou une sorte de
de marge pour les banques, il faut les connaître aussi. Où est-ce qu'on peut jouer, où est-ce qu'on ne peut pas jouer, quelles sont les limites de ce jeu-là. Et aussi savoir quels sont les taux actuels pratiqués. Les taux changent, les taux varient, beaucoup de paramètres influencent les taux. Quels sont les taux? Il faut savoir quand c'est actuel, quels sont les taux qui sont pratiqués à ce moment-là. C'est aussi important de connaître ses droits. Quels sont les avantages auxquels on a droit? Par exemple, pour le premier prêt, premier crédit immobilier que la personne va prendre de sa vie, elle a certains avantages, certains droits qu'elle n'aura pas à la deuxième fois. Et si elle loupe le coche, eh bien c'est fini. Donc il faut avoir conscience quels sont nos droits. Et savoir aussi quelle est notre propre force face à la banque. Finalement, c'est un marché dans lequel il y a beaucoup de concurrence. Donc, il ne faut pas penser que quand je viens à la banque me fait une faveur de m'accorder un prêt. Au contraire, je dois venir, on comprend que moi aussi j'ai une certaine force. Ils ont besoin de moi, j'ai besoin d'eux, mais ils ont aussi beaucoup besoin de moi. Et sans moi, moi je suis le client, sans moi, ils n'auraient pas à qui vendre. Donc, il faut savoir que j'ai une certaine force par rapport à la banque au niveau des pourparlers et de faire de la concurrence. Et il faut comprendre une chose. Le banquier, finalement, il cherche l'intérêt de la banque. Très souvent, les gens ont une sorte peut-être de candeur, on va dire, à penser que le banquier est très gentil, il est très sympa, il est très souriant, et il va me faire le meilleur prêt adapté comme un gant. Il était très gentil, très courtois. Finalement, le banquier, il est redevable uniquement à son employé, c'est la banque. Et même plus que ça. Les banquiers qui s'occupent de vendre dans le secteur de la Mashkenta, ils sont rémunérés par rapport à la quantité de dossiers qu'ils vont vendre par mois. Plus ils en vendent, et plus ils les vendent à des taux élevés, plus ils sont rémunérés. Donc leur intérêt, et ça se comprend, l'intérêt, ils défendent l'intérêt de leur banque, ils reçoivent leur salaire et leur prime de la banque, donc ils ont une très grande motivation d'un côté à nous vendre, mais il faut comprendre que finalement, avec tout le respect qu'on a et toute l'amitié qu'on pourra avoir, on pourra avoir des très bons contacts avec les banquiers, il faut comprendre que finalement, il y a aussi une certaine limite à comprendre et qu'ils sont redevables à la banque. D'accord? Donc, il faut toujours comprendre qu'il y a des relations un peu ambivalentes comme ça. Maintenant, ça nous ramène à la question d'après, à savoir, est-ce qu'il existe un prêt, on va dire une formule magique, le prêt idéal? Alors ça, c'est souvent une erreur que font beaucoup de personnes qui vont aborder la banque tout seul, sans travailler, sans planifier les choses à l'avance. On en parlera un peu plus tard dans les trucs et astuces à savoir quelles sont les erreurs à éviter, mais il n'y a pas de prix idéal. La banque va vous donner, et je vois ça vraiment sur base quotidienne, quand des clients viennent me voir après avoir été à la banque de leur propre chef, la banque va leur donner une sorte de programme pour leur Mashkenta avec plusieurs formules de prêt qui est finalement très, très bénéficiaire pour la banque. Il n'y a pas de formule idéale pour tout le monde, mais il faut comprendre une chose. La Mashkenta, elle doit être adaptée au cas par cas. Comme l'a dit tout à l'heure, il y a chaque conseil, chaque suivi doit être vraiment au cas particulier. Et cela pourquoi? Parce que finalement, la banque, peu importe, elle ne s'intéresse pas à votre programme financier. Qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans, dans 15 ans? Vous allez revendre la maison, à la revendre, vous aurez une certaine somme qui va se libérer, vous aurez des grosses dépenses prévues. La banque ne demande pas ça. Quand on vient à la banque, on doit prévoir à l'avance quel va être le programme qui est adapté à moi, à mes contraintes, à mes possibilités, à mes choix et à mes priorités. Donc, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de prêt idéal, il n'y a pas de formule idéale et ça doit être du cas par cas. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que de toute façon, quand les gens ils vont s'intéresser à prendre un crédit immobilier, la tendance naturelle, c'est réunion familiale, réunion entre amis. On commence à discuter de ça. Ah, toi, tu as reçu combien? Quel taux tu as reçu? Et les gens commencent à comparer. Et cette comparaison, elle n'a pas lieu d'être. Parce que la banque, quand elle reçoit un client, elle va le noter. Elle va le voir au cas par cas, par rapport à sa gestion financière, par rapport à ce qu'il va demander, par rapport à son historique bancaire. Il y a une quantité énorme de paramètres qui vont faire que chaque client, chaque dossier va être unique en son genre. Donc, on ne peut pas comparer et on essaie de zioter comme ça à gauche, à droite, chez les voisins, qu'est-ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu. C'est incomparable. Donc, il faut comprendre que
chacun doit comprendre qu'on doit programmer une mashkenta de façon individuelle et à ce moment-là, ça enlève beaucoup de casse-tête parce que les gens rentrent souvent dans des forums de conseils, de gens qui donnent des conseils sans savoir, sans connaître les personnes, sans voir toute l'image générale, globale du budget familial, des intérêts de la personne, de son programme à long terme. Et donc, c'est impossible de donner un conseil comme ça juste en regardant les taux, en disant ah, c'est super taux, c'est un mauvais taux. C'est de la rigolade, ce n'est pas sérieux. D'accord? Donc, important, il n'y a pas de truc idéal, ça doit être du cas par cas. Ok, maintenant j'aimerais aborder avec vous quelles sont les principales règles du jeu qui gèrent le monde de la mashkenta quand on vient demander un prêt à la banque. Alors, à la base, on va diviser en fait cette transaction en deux parties. Il y a mon apport initial et l'apport de la banque, ce que la banque complète par le crédit immobilier. La banque, pour le premier bien, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon on ne s'en sortira jamais, mais retenez au moins les chiffres de niveau global. Pour le premier bien que je vais acheter, la banque m'oblige à amener 25% comme apport initial. Donc, c'est 25%, peu importe par rapport à la banque, comment est-ce que je les amène. J'ai économisé, j'ai l'argent qui se libère, c'est la famille qui m'a aidé, peu importe, il faut qu'il soit présent, la banque ne demande pas d'où elle vient. Par exemple, si je veux acheter un bien qui vaut 1 million, mon apport initial doit être minimum de 250 000 shekels. Une mathématique toute simple. Autre règle du jeu, il y a un plafond de remboursement. À savoir, ça plafonne entre 30 et 40% des rentrées disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire? La banque, elle veut, comme on l'a dit, elle aime bien vendre de l'argent, elle vend le plus possible tant qu'on lui donne la possibilité, mais d'un côté, elle veut avoir ses garanties. À savoir, elle ne veut pas que la personne se retrouve dans une situation où elle sera incapable de rembourser sa mashkenta, mois après mois, va cumuler des dettes, finalement, la banque y aura perdu. Et même si au bout du compte, elle peut toujours saisir l'appartement et le revendre, c'est des procédures qu'en Israël, on ne fait pas à la va-vite et que les banques préfèrent éviter. Donc, ce qui se passe en Israël, il y a un plafond. On prend les rentrées mensuelles du couple ou de la personne qui veut prendre ce crédit immobilier. On enlève de tout ça tous les crédits existants, et de ce qu'il reste, la banque nous donne entre 30 et 40% de remboursement mensuel sur un crédit immobilier. Dans l'exemple que je donnais, si on prend le cas d'un couple qui gagne 20 000 shekels par mois, net évidemment, après avoir vu tous les crédits, que ce soit pour les voitures, pour les vacances, peu importe, qu'est-ce que nous donnera la banque? Entre 6 000 et 8 000 shekels, théoriquement, à rembourser sur une mashkenta. Ce sera le plafond. Évidemment, il faut toujours, comme je l'ai dit précédemment, prendre en compte ça dans le cadre d'un budget familial et voir comment ça s'inscrit, ne pas rembourser trop et ne pas rembourser trop peu non plus. Autre règle dans le jeu, il y a une sorte de ce qu'on appelle le rapport 100 000 500, à savoir, pour chaque 100 000 shekels que je vais prendre à la banque, ça va correspondre à un remboursement de 500 shekels par mois. Donc, si j'ai pris une mashkenta de 900 000 shekels, ça me donnera plus ou moins un remboursement mensuel de 4 500 shekels. Donc, ces trois règles-là vont fixer plus ou moins combien je vais pouvoir rembourser, combien je vais pouvoir demander. Et c'est important de tout connaître et d'arriver prêt, de faire ses devoirs avant de commencer à chercher pour ne pas éviter le ping-pong avec les banques. Maintenant, ce qui est important de savoir aussi, comme j'ai dit, moi, je ne représente aucune banque, je suis conseiller privé, mais il existe aussi des alternatives aux banques. Comme on l'a dit, c'est le secteur de mashkenta, c'est un secteur avec des sommes astronomiques. On voit même pendant ces derniers mois en Israël, on fait de mois après mois, on bat des records de quantité de crédits immobiliers qui sont pris, au niveau des sommes moyennes aussi prises. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en Israël, ça n'a pas du tout, ils ne sont pas arrêtés d'acheter des appartements, bien au contraire, ils en prennent plus, ils prennent des crédits plus chers. Ouais. Évidemment, comme c'est un marché qui est très intéressant, très appétissant, donc d'autres groupes, d'autres corps sont entrés dans la compétition. Donc il y a deux types d'alternatives. Il y a ce qu'on appelle les groupes d'assurance, qui permettent aussi de prendre un crédit immobilier, aussi des prêts sociaux. Il y en a plusieurs en Israël, je ne vais pas donner de nom pour pas que ce soit considéré comme étant une recommandation quelconque, mais il y a des alternatives.
Maintenant, qu'est-ce qui est, comme chaque chose, il y a des avantages et des inconvénients. Quels sont les avantages à ces alternatives? C'est que, comme on a dit, les banques en Israël sont sujettes aux contraintes de la Banque d'Israël, aussi bien pour du montant du prêt qu'on peut nous accorder, aussi que la durée du prêt. En général, la durée maximum qu'une banque accorde, c'est jusqu'à 30 ans ou jusqu'à l'âge de 80 ans. Ouais. Ces groupes-là, surtout sur les prêts sociaux, permettent de prendre des crédits plus élevés et sur une plus longue durée. L'inconvénient, c'est que c'est plus cher, à savoir les taux sont plus élevés. Maintenant, encore une fois, ça fait partie des éventails, des possibilités qu'une personne, quand elle vient décider comment est-ce qu'elle va venir à bout de son achat, et c'est important de comprendre quelles sont les possibilités. Des fois, il m'arrive de traiter des cas où c'est trop limite. Donc, je suis obligé d'avoir recours à ces alternatives qui finalement permettent d'avoir beaucoup plus de souplesse et de réaliser aux gens le rêve d'acheter leur propre maison. OK. Maintenant, j'aimerais aborder comme ça dans les prochaines minutes. Peut-être que je vais m'arrêter quelques secondes. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Alors, je vais regarder. Oui, je ne vais pas parler des taux fixes, taux variables, tout ça, c'est trop particulier comme sujet. Et je ne veux pas que ça embrouille les gens, surtout que j'imagine que les gens ne vont pas aller demain matin déposer un dossier à la banque. Donc, si je commence à déballer tout le jargon professionnel, ça risque peut-être de vous embrouiller, ça ne sera pas retenu dans les mémoires. Donc, je ne vais pas parler trop des détails. Ceux qui ont besoin, qui veulent, à la fin de la présentation, j'ai mes coordonnées, vous êtes vraiment plus que conviés à m'envoyer vos questions particulières. J'essaie de rester assez général pour essayer d'embrouiller personne et de contenter un peu tout le monde au minimum commun. OK. Quelqu'un m'a dit le prix hypothécaire est plutôt un hameçon, il n'est pas très rentable pour la banque. C'est vrai. Maintenant, le prix hypothécaire inversé, ou si c'est la question, il a des taux élevés et il n'y a presque aucun risque au niveau de la banque. OK. La banque vend des produits connexes tels que les assurances. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça fait partie justement de ce qu'un conseiller pourra aiguiller les gens, quels sont les pièges et à quoi faire attention. OK. Bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de prendre l'assurance hypothécaire à la banque. Nous avons pris la banque, c'est bien ça? C'est même conseillé de ne pas le prendre à la banque, qui est beaucoup plus cher. En général, c'est presque fait sans que les gens ont conscience qu'ils ont pris l'assurance automatiquement par la banque. Ils ne savent pas qu'ils avaient la possibilité de prendre ça dans le marché. La concurrence, elle est énorme. Donc, ou bien au contraire, ça fait partie des choses qu'il faut. Le marché était très ouvert à ce niveau-là. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. OK. 25% d'apport, c'est pour les Israéliens et pour les étrangers. Alors, pour les étrangers, très bonne question. Les gens qui sont résidents en étranger. Alors maintenant, il faut séparer il y a deux notions. Il y a la nationalité et la résidence. Je peux être de nationalité israélienne et française, mais si mes taxes, je les paye en France, alors je suis considéré comme étant résident en France. Quelqu'un qui s'appelle Toshav Routz, qui habite à l'étranger, son apport initial devrait être de 50%. C'est 50% uniquement pour un résident israélien qui réside en Israël. Autrement, c'est 50%. OK. Voilà. Une autre question. Voilà. Jusqu'à quel âge on peut prendre une mashkenta? Alors, en général, les banques donnent maximum jusqu'à l'âge de 80 ans. D'accord? Donc, ça va limiter. Si une personne décide à 60 ans de prendre une mashkenta, ça lui sera 20 ans, on va dire, de possibilités. Les alternatives, donc les prêts sociaux qui sont des alternatives aux banques, permettent de prendre des fois sur 40 ans. Après, évidemment, il y a aussi des limites d'âge. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de possibilités. Et quand une question qui était posée, est-ce que l'apport initial est calculé sur les frais inclus? J'avais tout à fait compris, mais je pense qu'on verra après dans un des diapos dans la suite. Et j'espère que ça répondra à votre question. Sinon, on reposera ou précisera votre question. Alors, on va aborder là dans les
dans les quelques minutes à venir quelles sont les erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. On voit au quotidien, on pourra parler des heures sur les erreurs et les pièges dans le monde de la Mashkenta. Je vais en recenser quelques-unes qui sont les principales. Mais ce n'est pas une liste exhaustive, mais il faut comprendre quelque chose comme promo. Une Mashkenta, ça se prépare. C'est sans doute le plus grand investissement d'une famille au long de sa vie. Donc, c'est pas finalement, je vais acheter un produit à 10 shekels, maximum, il ne me plaît pas, je le jette et j'ai rien perdu. Quand on se lance dans un crédit immobilier, c'est des sommes énormes sur un marché qui est très, très, très volatile, qui bouge beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'erreurs à ne pas faire, ça peut coûter très, très cher. Oui. Donc, on va passer en revue maintenant les erreurs les plus fréquentes. Il faut comprendre que d'après les statistiques en Israël, une mashkenta, elle se traite sur 27 ans. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Les gens restent mariés avec leur banque ou avec leur mashkenta pendant 27 ans. Et vous comprenez évidemment que des mauvaises conditions vont comme ça, en erreurs cumulées, en pertes cumulées qui sont énormes, qui se traduisent en sommes astronomiques. OK. On va continuer donc les premières erreurs à ne pas faire. Alors, première erreur, se jeter à l'eau sans planifier à l'avance. OK. Alors, c'est important, comme je l'ai dit précédemment, que la mashkenta, finalement, c'est une des composantes de mon budget familial. Et je dois le voir comme étant de façon holistique. C'est-à-dire, je dois voir tout mon budget et le planifier à long terme. Quelles seront mes dépenses dans les 20 prochaines années? Est-ce que je vais aider mes enfants à payer leurs études? Alors, payer un appartement. Il y aura des mariages, des bar mitzvahs, bat mitzvahs, vacances, voitures, travaux, tout ça. Les gens doivent planifier, évidemment, le plus possible, c'est ce qui est en notre contrôle. Mais la mashkenta, elle s'inscrit dans ce programme-là. Donc, c'est important de s'asseoir et de planifier les choses. Ouais. Important de savoir, pour ne pas se jeter à l'eau comme ça à l'aveuglette, quel est votre véritable budget. À savoir, il y a le prix de l'appartement. Maintenant, autour de ça, il y a encore beaucoup de frais annexes, à savoir les gens immobiliers qui prennent un pourcentage du prix de l'appartement. Il y a les avocats, il y a pas mal de taxes à payer, ouverture de dossier, il y a des notaires, les inscriptions, il y a pas mal de taxes à payer, les assurances aussi qui font partie de ce qu'on va payer, des travaux des fois, des déménagements, aussi même des fois des gens qui prennent un conseiller particulier. Tout cela va se cumuler à toutes les dépenses. Et maintenant, la mashkenta que la personne va prendre ne couvrira pas toutes ces dépenses annexes. La banque, le mashkenta ne prend en compte uniquement l'immobilier. Donc, c'est important de ne pas retourner ce qu'on avait dit précédemment au début, dans ce tourbillon de crédit à la consommation, d'arriver et de se rendre compte qu'on n'a pas assez d'argent pour payer l'agent immobilier, pour payer tous ces frais annexes, et je commence à prendre des crédits à gauche et à droite, et encore une fois se retrouver à dépenser des sommes par mois qui les mettent en situation de danger économique. Ouais. Savoir aussi quel est votre apport initial, bien comprendre, bien être sûr quel est votre argent disponible. Si les gens pensent qu'ils ont telle somme, en fait, ce n'est pas cette somme-là qu'ils ont. Elle a investi dans la bourse, elle a investi ici ou ailleurs. Tant qu'elle n'est pas entre vos mains, ne pas considérer que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre au clair et bien vérifier quel est votre apport initial. On a dit précédemment que c'était un des facteurs qui fixe les règles du jeu, quel est mon apport initial. Oui. Autre chose importante, fixer combien vous allez rembourser par mois. Savoir combien on est en mesure de rembourser par mois. Et encore une fois, il faut traiter de ça comme étant une composante de mon budget familial. Ouais. Maintenant, les gens ont tendance à dire, voilà, je vais rembourser le moins possible pour ne pas la sentir. Comme ça, je ne la sens pas la mashkenta. C'est une erreur. À savoir, moins on paye par mois et plus on paye en intérêt à la banque. Et j'ai vu des cas de figure où des jeunes couples qui se sont fait vraiment rouler par la banque, entre guillemets, au bout du compte, s'ils n'avaient pas arrêté l'hémorragie à temps, ils se sont retrouvés payés le double du prix qu'ils ont contracté. Ils auraient pu acheter encore un appartement avec tout ce que la banque se met dans les poches comme bénéfice. Ça fait mal au cœur quand c'est des jeunes couples qui commencent leur vie, qui ne connaissent pas, ils ont fait confiance à la banque, ils se retrouvent avec un remboursement parce qu'ils ont voulu rembourser pas beaucoup et ne pas la sentir. D'un autre côté, trop rembourser,
ça peut mettre les personnes en danger. Tout conseiller que vous pourrez contacter vous dira que il faut savoir qu'un bon conseiller va regarder quelles sont les capacités de cette famille-là qui va traiter. Nous, on veut, par déontologie, par conscience professionnelle, on veut pouvoir dormir tranquille le soir. Moi, c'est que quand j'ai fait un dossier à quelqu'un, que je l'ai aidé à créer son programme du crédit immobilier, je pourrais être sûr que j'ai fait tous les scénarios, on va dire, envisageables, qui sont plausibles, et qu'il est capable de faire face à ça sans se mettre en danger. Sinon, j'ai fait une faute professionnelle. D'accord ? Autre erreur, signer un contrat avant d'avoir le feu vert de la banque. Alors là, c'est très simple. Le premier pas à faire avant de signer quoi que ce soit, ni même le contrat, surtout le contrat, c'est d'avoir ce qu'on appelle un ishur ekroni, un accord de principe. Ça n'engage pas la banque, ce n'est pas un oui final, mais ça veut dire qu'il y a matière à parler. Donc la banque va pouvoir vous proposer un cadre de ce prêt-là, du montant que vous voulez. Ça dépendra évidemment après de tous les documents que vous allez fournir et d'une vérification plus approfondie de la banque, mais c'est-à-dire qu'on peut commencer déjà à débuter. C'est très important de jamais signer de contrat avant d'avoir ce ishur ekroni. Quand je dis ça m'engage, ça veut dire que la banque va dire oui à la fin, mais sachez que quand vous signez un contrat avec une personne, vous allez vous engager à certaines sommes et certaines dates. Si au bout du compte, vous signez, après la banque vous dit ah, non, on ne peut pas vous accorder telle somme pour 1, 2, 3, telle raison, vous risquez de vous retrouver à résilier un contrat et ce seront des amendes. Ça fait très mal au cœur de voir des gens qui finalement se retrouvent à devoir payer sans avoir d'appartement au bout du compte. Autre erreur, oui, il faut des gens qui manquent certaines informations cruciales. Il y en a beaucoup, je vais nommer 2 qui ne sont pas toujours connus du public et qui peuvent ajouter un petit grain de sel un peu inconvénient. Vérifier le statut juridique du bien immobilier. En Israël, comme dans beaucoup d'endroits au monde, j'imagine, des fois le bien n'est pas inscrit comme il faut au cadastre, ce qu'on appelle le tabou en Israël. Ou alors, ils ont agrandi de façon illégale, ou ils l'ont divisé, ou il n'est pas vraiment, c'est pas la superficie qui est notée, il y a des embrouilles. Donc, c'est très important de bien vérifier que le bien en question, il n'a pas été transformé, il est bien conforme au programme initial qui est à la mairie. Sinon, ce qui se passera, c'est qu'à la fin du processus, la banque enverra donc un expert pour voir que le bien est conforme au prix que le vendeur a fixé. Et si l'appartement vaut moins, ou parce qu'il y a des problèmes qu'il faudra payer pour le remettre en état, évidemment, ça sera au compte de l'acheteur. Et ce serait dommage de se retrouver avec beaucoup de surprises qui se découvrent vraiment à la fin du processus. Autre information, c'est le coût de l'assurance vie. De quoi je parle? Une des garanties de la banque, on sait qu'en Israël, les banques demandent beaucoup de garanties aux gens qui contractent les prêts et les crédits immobiliers pour être sûr qu'il n'y a aucun problème et qu'en cas de problème, la banque ne sortira jamais perdante. Une des garanties que la banque demande, c'est que chacun des contracteurs de ce prêt immobilier prenne une assurance vie d'un montant du crédit immobilier. Maintenant, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé. Ça peut être plus grave ou moins grave. Des fois, ça peut être même délicat et les assurances ne sont pas prêtes à les assurer. Donc, avant de se lancer dans cette aventure, vérifiez est-ce que auprès de vos assureurs, quel serait le montant d'une assurance vie dans votre cas? Parce que cette assurance vie-là, on la paye tous les mois. Ça va se rajouter au remboursement mensuel sur la mashkenta. Et si une personne a des problèmes de santé, elle doit payer une assurance, une police très très élevée, c'est une surprise et les gens se retrouvent à rouler sous des remboursements parce qu'ils ne sont pas capables de rembourser. Autre erreur, le timing, à savoir comment est-ce qu'on planifie tout notre temps. Il faut comprendre qu'une mashkenta, ce n'est pas comme on voit dans les publicités, sur les cartes de crédit, on prend un crédit en 5 secondes, sans garant, sans rien du tout, et directement dans notre compte en banque. Les banques travaillent lentement. Dans les meilleurs cas,
ça prend entre un mois et demi pour avoir une mashkenta du début à la fin. Si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, et si on a fait les choses en bonne et due forme. Ouais. Maintenant, il faut aussi prendre en compte qu'il y a les fêtes, il y a les vacances, les périodes de crise. On a vu ça avec le corona en Israël. Beaucoup de banques ont fermé. Au niveau des effectifs, c'était amoindri. Les gens, les banquiers avaient plus de monde, moins d'effectifs. Donc, évidemment, ça rallonge le temps de traitement des dossiers. Et encore une fois, quand vous signez un contrat avec une personne, vous vous engagez à certaines dates. Alors, évidemment, on peut toujours essayer de faire en sorte qu'il y ait des cas de force majeure, mais les fêtes, les vacances, c'est des choses prévisibles à l'avance. Donc, prenez ça en compte, que ne pas vous dire voilà, tout ira bien, dans un mois je te donne la mashkata arrivera et, pour avoir les clés rapidement. Très souvent on voit ça. Quelqu'un est pressé de vendre son appartement. Donc il dit moi je suis prêt que si tu me donnes l'argent sous un mois et demi. Les gens sont d'accord, on va pas laisser passer l'occasion de notre vie, et après s'engagent à un processus qui vont beaucoup regretter, parce qu'après, il faut faire des pieds et des mains, expliquer, il y a des indemnités des fois ça peut m'arriver à résilier un contrat, et c'est très très délicat. Donc, sachez, programmer les choses à l'avance. Une mashkata, ça se programme presque comme une opération militaire. Donc, prendre ça en compte, de ne pas aller à la va-vite. Autre erreur, c'est de faire les choses à moitié. Quelle est mon intention? On dépose un dossier. Un dossier, c'est en général assez fastidieux parce que ça comprend beaucoup de documents qu'on ne touche pas tous les jours. Nos comptes en banque, nos crédits, on a beaucoup de nos salaires et tout ça. On a beaucoup de documents à fournir à la banque. Et les banquiers, comme j'ai dit, sont assez surpassés en Israël, sont assez surmenés, et ils ne veulent pas passer des heures et du temps inutile et superflu sur un dossier. Ils veulent que la chose soit rapide, et donc on vient déposer un dossier, prendre en compte finalement les banquiers, c'est aussi des êtres humains, ils veulent faire leur travail comme il faut, ils veulent passer vite. Ils étaient rémunérés pour chaque dossier qu'ils font, ils ne veulent pas perdre du temps sur un dossier. Si vous déposez un dossier qui n'est pas complet, il va vous faire revenir. Donc, vous y perdez, encore de reprendre une journée, de revenir à la banque, de perdre du temps pour ça. C'est un ping-pong interminable, et un banquier qui n'est pas satisfait de la façon dont c'est un peu un manque de respect par rapport à l'institution de la banque, ben, finalement, il ne sera pas motivé à vous donner des bonnes conditions, et vous verrez comme un client qu'il n'a pas envie de traiter, il n'a pas envie d'accorder de l'importance. Donc, un banquier satisfait, ça vaut de l'or. Donc, faites les choses comme il faut. Complet, un dossier doit être complet, parfait, des choses lisibles, pas des photocopies sur le téléphone des enfants, ni quoi que ce soit. Amenez quelque chose comme vous auriez aimé quand vous déposez un dossier. Et autre erreur, signer et oublier. Et très souvent, les gens, comme on a dit, une mashkenta, ça tient environ 27 ans au niveau des statistiques. C'est très long. Maintenant, comme j'ai dit, une mashkenta doit être adaptée vraiment comme un gant. Vraiment, ça fait du sur-mesure par rapport à la personne. Maintenant, vous comprenez bien que au long de la vie d'un couple, les choses changent. Les besoins changent, les contraintes vont changer. Les salaires changent, augmentent, diminuent, des enfants qui naissent, des enfants qui quittent la maison. Donc, toute ma gestion budgétaire, elle change au cours des années. D'autres façons, toutes les données qui sont annexes, qui gravitent autour de la mashkenta, comme les taux d'intérêt qui sont pratiqués dans les banques, comme l'index le coût de la vie, toutes les choses sont dynamiques. Et si j'ai pris une mashkenta à une époque où les taux étaient très élevés, il se peut que dans 2, 3, 4, 5 ans, les taux ont beaucoup baissé. Donc, il est toujours important d'avoir comme ça, d'être alerte et de vérifier une fois tous les ans, tous les 2 ans, ou quand des données ont beaucoup changé, de vérifier ce qu'il est le moment venu, ce qu'il est temps de renégocier la mashkenta, de le réadapter. Des fois, comme j'ai dit, ça peut être des besoins personnels, rien à voir avec les données objectives, à savoir, je peux rembourser plus, à savoir, non, je veux rembourser moins. Donc, on a toujours besoin de réadapter la mashkenta, qui doit être un outil qui me sert, qui s'inscrit, comme j'ai dit plusieurs fois, dans le cadre de mon budget familial.
Donc, ne pas se dire, là, j'ai signé, on se voit dans 30 ans et je mets ça en pilote automatique. Non, il faut le vérifier. Est-ce que se remettre à jour? Ça fait partie de ce qu'on dit précédemment, c'est que ça fait partie de l'attention que je vais donner à mon budget familial. L'expérience nous montre que beaucoup de familles réussissent à économiser des fois des sommes assez importantes en renégociant les conditions. Ouais, souvent, quelqu'un qui était à la banque sans conseiller ou sans travailler à l'avance, sans se préparer comme il faut, eh bien, des mauvaises conditions et on arrive à leur faire économiser des dizaines de mille shekels ou des fois 100 000 shekels en moyenne pour en améliorant les conditions. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est la fin de la présentation. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse passer maintenant aux questions-réponses. Donc, d'abord, merci de votre attention. Donc, maintenant, je vais ouvrir le chat. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Je vais, parler juste des questions qui sont d'ordre général parce que je ne vais pas répondre au cas particulier. Quels sont les taux aujourd'hui? Quels sont les frais? Ça c'est des questions en particulier. Ok, alors j'essaie de revoir un petit peu en arrière. Ok. Alors, quels sont les droits pour un premier rachat? Alors, comme j'ai dit, quelqu'un qui habite en Israël, il peut avoir jusqu'à 75% de crédit immobilier pour son premier achat, à condition qu'il soit israélien. Quelle est la somme maximale qu'on peut recevoir de la banque? Eh bien, comme j'ai dit dans un des diapos de la présentation, ça dépend de mes rentrées, ça dépend de mes rentrées de combien j'ai de crédit autour, ça va dépendre de ça. Ouais. Comme j'ai dit, là, ça plafonne à 30-40% de mes revenus déduits de tous les crédits que j'ai, et ça va fixer la somme que je pourrais demander de la banque, que la banque pourra m'accorder. Les travaux en plus sur l'achat, en plus de la mashkanta sur une longue période. Oui, ce que j'ai dit aussi au début de la présentation, le mashkanta peut servir à faire des travaux. Maintenant, ça dépend de l'ampleur des travaux. Si c'est pour faire un coup de peinture avant de rentrer, alors non. Si c'est pour faire des travaux, de faire un grand changement, casser des murs, agrandir la maison, à ce moment-là, c'est quelque chose dont on peut discuter. Comment faire si on n'a pas d'apport personnel? Ok, alors, c'est une question qui revient assez souvent, très bonne question. Quelqu'un n'a pas assez d'apport personnel. Aujourd'hui, j'ai eu ce matin un cas d'une famille qui m'a appelé, exactement dans ce cas de figure. Ils veulent acheter un appartement, ils n'ont pas assez d'apport personnel. Que faire? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ou bien demander l'aide à la famille. Demander une aide après à la famille qu'on pourrait rembourser de façon sans stresser. Ou alors prendre un crédit. Maintenant, le problème avec le crédit, c'est qu'il va être déduit de ma capacité à rembourser. Donc, des fois, ce que je recommande, comme j'ai recommandé aujourd'hui à une famille, ben, c'est de pas, il n'y a pas de solution. S'ils n'ont pas un proche qui peut leur avancer l'argent, eh bien, qu'ils continuent à économiser ou bien chercher un appartement moins cher. Il faut comprendre qu'on achète où on peut, pas où on rêve d'habiter. La fiscalité concernant le remboursement, la fiscalité, je ne sais pas comment c'est quoi la fiscalité des remboursements. Au niveau des fiscalités, on paye des taxes sur l'achat, sur la valeur de l'appartement. Par rapport au remboursement, il n'y a pas de fiscalité. Je sais pas, on ne peut pas dire ça en tout cas. Les agents immobiliers, est-ce qu'ils sont gourmands? Il y en a qui sont gourmands, mais qui le sont moins. Je ne suis pas agent immobilier, donc au cas par cas. Mais comme Israël, comme vous savez en Israël, tous discutent. Donc évidemment, comme ils prennent ça au pourcentage, les gens immobiliers, donc évidemment, plus ils savent qu'ils travaillent dur, ça faut avouer qu'ils travaillent dur, mais ils ont aussi des grands yeux. Pour la plus-value immobilière, ce qui est de plus-value, eh ben, c'est aussi un des facteurs qui peut rendre la renégociation intéressante pour une mashkenta, parce que si mon bien a pris la plus-value, alors le rapport entre crédit et somme de la mashkenta, il est en ma faveur et je peux avoir des meilleures conditions. Parce que moi, je demande en pourcentage à la banque par rapport à la valeur de l'appartement et meilleures seront les conditions. OK. Aussi les frais d'emménagement, oui. Ce que je dis, voilà, il y a les travaux, les déménagements, absolument. Les taux de moyens actuels, ça, quand on ne peut en parler, c'est pas. Il y a beaucoup de taux, il y a beaucoup de formules de prêt. Le seul
la seule donnée objective que je peux donner, c'est que le taux de la Banque d'Israël est de 0,1% et il fixe une des formules de prêt qu'on appelle le prime, qui est 1,5% plus le taux de la Banque d'Israël, à savoir cette formule de prêt-là est basée sur 1,6%. Le reste, c'est à la banque, c'est la façon dont vous pourrez discuter et marchander avec la banque. C'est vrai qu'entre l'accord de principe et l'accord définitif, le taux peut évoluer absolument. Certains taux peuvent évoluer tous les mois, certains taux peuvent évoluer en début de mois, même plusieurs fois par mois. Il n'y a pas de règle. Donc c'est vrai que quand on a un accord de principe, et même quand on a signé à la banque, ça va même plus loin que ça, quand on a signé à la banque, à la fin, toute la démarche, mais on n'a pas encore amené toutes les garanties à la banque. Si on laisse ça trop traîner, entre-temps, les taux peuvent changer et ça peut être en ma faveur ou pas. Si les taux augmentaient, eh ben, ce sont les taux que j'aurai. Ce que j'ai signé à la banque, c'est sous condition que j'ai fait vite et que j'ai fait mes devoirs et toutes les garanties, je les ai ramenées. Quel intérêt d'avoir un accord de principe si la banque rétropédale? Encore une fois, un accord de principe, ça m'aide à savoir où est-ce que j'en suis. Des fois, les gens ils sont persuadés qu'ils pourront avoir la somme, ils vivent dans une sorte de rêve financier, et la banque est là pour le remettre sur la terre. Ils disent voilà, non, désolé, telle somme, je ne peux pas te l'accorder. Quelle solution on a? Amener un garant. Il y a des garants qui sont juste là pour donner sans payer, des garants qui payent aussi, qui participent au paiement. Donc, est-ce que l'expertise est automatique? Ce n'est pas automatique, à savoir, je pense que c'est automatique. La banque exige une expertise. Elle ne veut pas vous obliger qui sera l'expert qui va voir l'appartement, mais oui, l'expertise est obligatoire. Elle vous donnera une liste, vous choisissez, et c'est aussi quelque chose de problématique parce que l'expert peut arriver, vous avez signé un contrat de 1 million de shekels, l'expert vient et dit ah non, ça vaut 800 000 shekels, la banque prendra le plus bas des deux, entre le contrat et l'expert qui a été donné. Donc c'est important de savoir des fois qu'un bien, on n'est pas sûr de sa vraie valeur, de peut-être faire une expertise au préalable et de ne pas être surpris. Oui. Un senior doit souscrire une assurance vie. Oui, ça dépend. Ça dépend. Des fois, il y a cas de figure où la banque peut renoncer à l'assurance vie. Ça dépend des cas de figure. Moi, je travaille avec beaucoup d'agents d'assurance qui arrivent à avoir des fois des accords avec les banques pour demander à la banque de renoncer à un des contracteurs pour l'assurance. Non, ce n'est pas par le groupe pétrolier, c'est uniquement par des agents d'assurance. Donc, l'assurance se prend que par un agent d'assurance. Être plus précis sur quoi? Bon, je ne sais pas. Quand commence la Shkata avec Tofes Arba ou après? Bon, je ne sais pas si les gens connaissent tout Tofes Arba en Israël. C'est un document qui assiste, qui atteste. Juste interrompre une minute pour dire qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On a encore 3-4 minutes. Donc, sur la fin, moi, ce que je propose, termine encore quelques questions. Et surtout, si tu peux nous rappeler la façon de pouvoir te contacter pour les gens qui voudront aller plus loin. Pas de problème. D'accord. Alors, je vais essayer de voir un peu d'ordre général sans rentrer dans le… OK. Alors, à quel moment on est fixé sur le taux? Eh bien, quand on signe le dossier à la banque et quand on vient pour retirer l'argent, on a rempli tous nos devoirs par rapport à la banque sur toutes les garanties. À ce moment-là, c'est là où on retire l'argent, c'est là que les taux sont validés. Quelles sont les étapes pour acheter un bien? Ok, par quoi commencer? Alors, ce que j'ai dit au début de la présentation, commencez par comprendre quel est mon budget, combien j'ai d'apport personnel, quel sera mon remboursement mensuel à laquelle je sentirai à l'aise. Commencez par ça. Fixez un budget et à ce moment-là, commencez à chercher. D'accord? Pas l'inverse. Les gens, des fois, tombent amoureux d'un appartement, ils sont persuadés que c'est ça qu'ils veulent et rien d'autre. Et après, ils se retrouvent à prendre des prêts à gauche à droite et à être déçus de l'incapacité d'acheter un appartement. Faire les choses sur les chiffres, pas par émotion, mais avec la mathématique. Donc ça, c'est très important. Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis donc conseiller personnel en Israël. J'appartiens à un réseau national de conseillers qui travaillent sur tout Israël. Moi, personnellement, je suis résident à Haïfa, mais je travaille avec des gens un peu partout. On travaille aussi avec les gens à l'étranger.
Voilà, pour ceux qui veulent me contacter, voilà, je pense que ça sera aussi, ça sera, c'est enregistré, donc les gens pourront le revoir. Sinon, je vais les mettre aussi dans le chat, mon mail. Je pense que le téléphone a déjà été donné, mais je vais, voilà, je vais mettre vos mails dans le chat, comme ça, vous aurez ça en live, ceux qui veulent me contacter. J'ai fait, comment dire, il y a presque un an de ça, j'avais fait une conférence aussi en français avec le mairie de Netanya, à la suite de laquelle j'ai distribué une sorte de manuel Mashkanta que j'avais rédigé en français. Donc, les gens qui sont intéressés par le recevoir, ça comprend un peu ce qu'on a dit aujourd'hui et un peu plus. Donc, ceux qui veulent le recevoir, c'est un document qu'on peut télécharger. J'enverrai le lien. C'est gratuit, aucun problème. Donc, merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé. J'espère que cette courte intervention vous aura donné des données, des informations précises. Pour résumer, on a parlé de c'est quoi une mashkenta, quelles sont les possibilités de la mashkenta, quelles sont les erreurs communes, il y en a beaucoup plus que ce que j'ai dit, mais on a parlé des principales, et pourquoi c'est aussi indispensable de renégocier sa mashkenta, toujours de la réadapter à mes propres besoins, penser à vos besoins, à votre famille, à vos contraintes, et voilà, je serais très heureux de vous voir en Eretz Israël, Bezrat Hashem, avec votre pied à terre, et Shabbat Shalom. Shlomo, merci beaucoup. Moi, je peux regretter une seule chose, c'est de ne pas avoir connu il y a 30 ans quand j'ai pris ma mashkanta, parce qu'à l'époque, effectivement, on était uniquement à la merci des banques et on n'avait aucune information et certainement pas en français. Donc, je crois qu'on apporte vraiment un grand plus à notre public, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est, on l'a vu par rapport aux questions, très au fait et très à même de ce qui se passe en Israël et surtout dans le marché immobilier. Donc voilà, ce que je peux vous proposer, c'est toutes les personnes qui veulent aller plus loin dans cette démarche de contacter Shlomo. Je vous remercie vivement, je remercie nos organisateurs et je vous rappelle que nous nous retrouvons dimanche, c'est-à-dire dans 3 jours, à 11h. À 11h, c'est bien ça, Yasmine? Oui, c'est à 11h heure française. À 11h heure française pour une conférence sur Tel Aviv. Merci beaucoup et Shabbat Shalom à tout le monde. Merci beaucoup, merci Yasmine, merci Avi, Shabbat Shalom tout le monde. Bye, Et à Shabbat bientôt en Shalom. Eretz Israël. Toda, Shlomo. Bye. Bye.